Masakari katsuhide kintaro kuma ni matagari o uma no keiko hai shidodo hai dodo hai shidodo hai dodo. Non, attendez, ne partez pas. Bon, d'accord, j'arrête le massacre. Je voulais juste vous faire entendre les premières notes de cette vieille comptine japonaise publiée en 1900 dans le Yohonen Shouka, un recueil de chansons pour enfants. Composée par Tamura Torazo, elle est justement consacrée au héros qui nous intéresse aujourd'hui, Kintaro. Petit garçon à la force surhumaine élevé par une sorcière avec des animaux sauvages, Kintaro est un personnage folklorique extrêmement populaire au Japon, où il incarne la figure héroïque enfantine par excellence pour tous les petits japonais depuis l'ère Edo. Sa légende est très ancienne et remonte probablement à l'ère Heian, époque à laquelle aurait vécu un certain Sakata no Kintoki, guerrier semi-légendaire originaire de Minami Ashigara, sergent du célèbre héros japonais Minamoto no Yorimitsu. Admiré pour sa force exceptionnelle, Sakata no Kintoki aurait été lentement mythifié par la tradition populaire orale jusqu'à devenir un être d'origine surnaturelle, mi-homme, mi-démon. Toutes les légendes s'accordent en effet sur le caractère miraculeux de la naissance de Kintaro. La plus courante, rédigée au début du XVIIIe siècle par le dramaturge Chikamatsu Monzaemon, raconte que notre héros a été conçu par l'esprit vengeur de son père, Sakata no Tokiyuki, l'un des vassaux de Minamoto no Yorimitsu. Poussé au suicide par le déshonneur, Tokiyuki invoque son propre Onryo pour que celui-ci possède sa femme Yaegiri et lui permette d'enfanter un fils extraordinaire digne de servir son seigneur. Yaegiri, transformée par cette puissance vengeresse, devient Yamauba, la sorcière de la montagne, et fuit sur le mont Ashigara. Elle y donne naissance à un petit garçon dont la peau rouge et le tempérament de feu trahissent l'ascendance surnaturelle. Ce petit Hercule Rubicon est popularisé à l'ère Edo par le théâtre Joruri et Kabuki, où il est parfois nommé Kaidomaru ou encore Kintoki, l'un des toponymes du mont Ashigara. Aujourd'hui, il est surtout connu dans l'archipel sous le nom de Kintaro, un composé du prénom Taro, que l'on donnait jadis au fils aîné dans les familles japonaises, et du kanji Kin, qui désigne l'or. Ce nom évocateur, que l'on peut traduire par le garçon doré ou le fils en or, va marquer très tôt l'iconographie du personnage. En effet, dès la fin du XVIIIe siècle, Kintaro est traditionnellement représenté comme un petit garçon vêtu d'un tablier harakage, sur lequel est justement brodé le kanji Kin. Certes, l'utilisation du caractère chinois permet sans doute d'exprimer à quel point l'enfant est exceptionnellement précieux, notamment aux yeux de sa tendre mère Yamauba, mais on peut aller encore plus loin. Dans l'alchimie chinoise, alors que les métaux relèvent généralement du principe féminin du yin, l'or fait exception. Métal solaire par excellence, il incarne l'essence pure du yang, le principe masculin. Ce n'est pas pour rien que les Japonais mâles désignent familièrement une partie précieuse de leur anatomie virile par le terme kintama, littéralement les boules en or. Le kanji Kin, inscrit sur le tablier de Kintaro, assimile donc symboliquement le petit garçon légendaire au principe même de la masculinité. Il est l'incarnation de l'enfant mâle parfait. Dans certaines versions de la légende, Kintaro est le fils du dieu de l'orage, qui a visité Yamauba en songe sur le mont Ashigara sous la forme d'un dragon rouge. Voilà pourquoi l'enfant est presque systématiquement représenté avec une hache, appelée masakari en japonais, sur laquelle on peut souvent deviner une nuée rouge qui évoque la tempête. En effet, dans la plupart des civilisations, la hache est un emblème de force symboliquement associé à la foudre, puisqu'elle frappe à la vitesse de l'éclair et provoque des étincelles. Cette arme est par exemple l'un des attributs principaux du dieu de l'orage Teshub chez les Hittites, plus connu sous le nom de Baal chez les Cananéens. Dès la préhistoire, la hache est également associée à des rites agricoles de fertilité. On a ainsi retrouvé un grand nombre de haches en pierre polie datant du néolithique, qui n'étaient pas utilisées comme des armes, mais comme des offrandes votives, peut-être pour lutter contre la sécheresse et favoriser les récoltes, comme c'est encore le cas chez les Dogons au Mali. Chez de nombreux peuples, la hache est donc une sorte de symbole phallique de la puissance céleste masculine qui, après avoir frappé la terre de son ardeur foudroyante, la féconde de sa pluie bienfaisante. L'association iconographique de Kintaro avec la hache, mais aussi avec d'autres objets comme le tambour ou le maillet, n'est donc pas seulement un moyen de rappeler l'ascendance miraculeuse de l'enfant avec l'orage. Elle permet aussi, tout comme le kanji Kin, de l'assimiler au principe masculin du yang, celui de la force virile indomptable. Sur le mont Ashigara, Kintaro grandit sous le regard bienveillant de sa mère Yamauba et sous la tutelle d'un vieil homme mystérieux, qui se fait parfois appeler Shibakari Mokuemon, parfois Mitanoshi ou encore Yamagatsu.
Il s'agit en réalité de l'esprit de la montagne, Yamanokami, qui s'est incarné en sage vieillard ermite pour pouvoir observer de plus près les progrès de l'enfant prodige et lui servir de mentor. Il est vrai que Kintaro a bien besoin de sagesse, car il a tout du petit sauvageon. Sa force surhumaine fait de lui une véritable tornade destructrice. À 8 ans, il est déjà capable de fracasser des rochers ou de déraciner des arbres à main nue. Pour canaliser cette énergie débordante, Yamagatsu encourage donc le garçon à utiliser ses talents pour prêter main forte aux bûcherons de la montagne. Il pourra non seulement les aider à abattre les arbres, mais aussi à les débiter grâce à sa hache. Pourtant, malgré ses efforts, Kintaro n'arrive pas à sympathiser avec les bûcherons. Les hommes acceptent ses services, mais ils craignent cet enfant démon, fils d'une sorcière sur laquelle circulent d'atroces rumeurs de cannibalisme. Kintaro, en manque d'amis, se tourne donc tout naturellement vers les animaux de la forêt, chez lesquels il va trouver de sympathiques compagnons de jeu, non seulement beaucoup plus tolérants que les humains, mais surtout bien plus amusants. L'enfant apprend très rapidement leur langage, leur manière de vivre, et développe une affinité particulière avec Saru, le singe, symbole de ruse et de sagesse, Usagi, le lièvre blanc, symbole du dévouement, et surtout Kuma, l'ours, symbole de force par excellence, qui va devenir l'animal totem de Kintaro. Avec ses amis les animaux, le turbulent Kintaro fait les 400 coups sur le mont Ashigara. Parmi les loisirs préférés des petits garnements, la chasse au Karasu Tengu, des divinités mineures des montagnes qui doivent leur nom à leurs ailes et à leur bec de corbeau. Première technique éprouvée, secouer violemment les arbres pour faire tomber les pauvres créatures des hautes branches où elles se cachent habituellement. Remarquez ici le sérieux et la concentration avec lesquels Kintaro se livre à cette activité sous les yeux de sa mère Yamauba, occupée à recoudre un kimono, pendant que des singes se jettent sur les Karasu Tengu débusqués pour les capturer. Et si jamais la créature se montre un peu trop récalcitrante, un bon coup de bambou derrière le crâne met généralement fin à ses velléités d'indépendance. Mais pourquoi donc capturer des Karasu Tengu, me direz-vous? Eh bien, pour faire des combats, pardi. En Asie, les combats d'animaux sont une tradition millénaire. Depuis l'Antiquité, on fait s'affronter des coqs ou des chiens, comme en Europe, mais aussi des poissons, des araignées ou des insectes. Bien que cette pratique puisse nous sembler aujourd'hui barbare, à juste titre, elle était très populaire au Japon à l'époque Edo et subsiste d'ailleurs encore de nos jours dans certaines régions de Shikoku ou de Kyushu. Pour se distraire, Kintaro organise donc ses propres joutes de volatiles sur le mont Ashigara, mais en utilisant la faune fantastique locale. Et comme les Karasu Tengu sont apparemment de petits yokai très agressifs, il garde les meilleurs combattants dans de grandes cages en osier, puis élabore des tournois pour les faire batailler, soit entre eux, soit avec des coqs de combat, appelés chameaux en japonais. Enfin, s'il est une activité pour laquelle Kintaro et ses amis à poil et à plumes se passionnent, c'est la lutte traditionnelle japonaise, le sumo. Ce sport, apparu dans la période Yamato il y a plus de 1500 ans, est probablement issu d'anciens rituels shintoïstes, encore une fois liés à la fertilité de la terre. Des combats de lutte sumo, mais aussi des spectacles de théâtre et de danse, étaient dédiés aux kami des montagnes pour qu'ils prêtent mieux l'oreille aux prières des hommes et leur accordent de bonnes récoltes. Dès qu'ils en ont l'occasion, Kintaro et les animaux de la forêt se livrent à des luttes sumo endiablées sur le mont Ashigara. Souvent, le petit garçon tient le rôle du gyoji, l'arbitre, parfois muni d'un éventail spécifique en bois de forme ovale, appelé gumbai, avec lequel il désigne le vainqueur. Les combattants sont traditionnellement vêtus du mawashi, un pagne constitué d'une bande de tissu de plusieurs mètres qui constitue la seule prise solide autorisée pendant l'affrontement. Kintaro prend la lutte sumo très au sérieux, au point même qu'il entraîne ses compagnons afin qu'ils gagnent en puissance musculaire. C'est ce que montre ce triptyque très amusant d'Utagawa Toyokuni, où l'enfant fait carrément faire des pompes aux animaux, en position du poirier avec un tronc d'arbre sur la nuque, histoire que ça ne soit pas trop facile non plus. Sur les côtés, Yamauba et Yamagatsu osent à peine en croire leurs yeux. Malgré cet entraînement pour le moins draconien, aucun animal de la montagne ne parvient à rivaliser avec la force surhumaine de Kintaro. Pas même Kuma, l'ours, pourtant réputé pour sa vigueur et sa robustesse. Après avoir tenté maintes fois de vaincre le petit garçon, sans succès, le puissant carnassier finit par se soumettre à Kintaro et devient son familier attitré, l'autorisant même à grimper sur son dos, ce que je vous déconseille vivement d'essayer de faire si le hasard vous fait croiser la route d'un ours. La force de Kintaro ne cessant de croître, l'enfant se cherche de nouveaux défis à relever. Très vite, un seul adversaire ne lui suffit plus et c'est par paire qu'il combat les animaux les plus puissants de la forêt. Mais même les duos de fauves les plus féroces, ours, sangliers, lions, ne viennent pas à bout du petit prodige de la lutte.
Il les terrasse tous avec une facilité déconcertante. Kintaro, pour trouver des adversaires à sa taille, se tourne alors vers les créatures monstrueuses. Un certain nombre d'estampes de l'époque Edo montrent ainsi Kintaro en train de combattre un serpent gigantesque. Sur cet ukiyo-e de Kuniyoshi datant de 1836, le petit garçon s'apprête à écraser la bête crachant son venin sous un énorme rocher, arraché au pan de la montagne. Yoshitsuya reprend le même thème, quelques années plus tard. Kintaro, disparaissant presque sous les anneaux constricteurs du serpent géant, lui bloque la mâchoire avec sa hache, ou l'écarte carrément avec ses pieds et mains nus, au mépris du danger que représentent les crocs du reptile, aussi acérés qu'empoisonnés. Mais le combat fantastique le plus célèbre de Kintaro, qui va profondément marquer l'imaginaire des Japonais de l'époque Edo, est celui qu'il mène contre une carpe géante, sous une chute d'eau du mont Ashigara. De nombreux artistes montrent le petit garçon agrippant fermement l'énorme poisson, l'immobilisant avec ses bras et ses jambes, comme s'il se livrait à une prise de sumo. Malgré les écailles visqueuses de la prodigieuse créature aquatique, Kintaro parvient à la maintenir sous les trompes étourdissantes de la cascade pour la soumettre. C'est à Kuniyoshi que nous devons la version la plus célèbre de cette scène de lutte au corps à corps. Ce grand maître de l'école Utagawa a su figurer ici toute la vigueur du jeune héros, rivalisant à la fois contre la puissance de la carpe géante et celle de la cascade. La manière dont les combattants fendent littéralement le courant fait ressortir le corps rouge et massif de Kintaro, tandis que le relief écailleux du poisson monstrueux apparaît à travers un remarquable effet de transparence. L'artiste exprime enfin toute la violence du torrent à travers la multitude de petites taches blanches et lumineuses qui parsèment l'ukiyo-e, traduisant de façon très suggestive les projections de gouttes d'eau. Reconnaissant la supériorité physique de Kintaro, la carpe géante finit par se soumettre au petit garçon phénomène, acceptant même, tout comme l'ours avant elle, de lui servir de moyen de transport. Yamauba a à peine le temps d'apercevoir son fils plongé dans les turbulences du torrent, agrippé au gigantesque poisson, pour partir à la découverte des profondeurs subaquatiques où il croise une petite tortue étonnée, symbole de longévité. L'association fréquente de Kintaro et de la carpe dans l'art japonais a bien entendu une haute valeur métaphorique. En Asie, les carpes sont un emblème de force et de virilité. D'après la tradition chinoise, la carpe qui remonte inlassablement le courant des fleuves et des cascades pour se reproduire finit grâce à sa persévérance par se transformer en dragon et s'envoler pour rejoindre les cieux. Que ce soit par son nom qui évoque l'or, par la couleur rouge de sa peau, par sa hache qui renvoie symboliquement à la puissance phallique de la foudre, ou encore par ses animaux totems, l'ours et la carpe, Kintaro est fortement assimilé au yang, le principe même de la masculinité dans la cosmologie asiatique. C'est donc tout naturellement que notre petit héros va être associé à un certain nombre de fêtes traditionnelles marquantes dans la vie des petits garçons japonais de l'époque Edo. C'est ce que j'aurai la joie de vous expliquer lors de la prochaine émission. Pour nous séparer sur une note poétique, j'ai choisi aujourd'hui un nouvel haïku de Kobayashi-san. Shishikuma to Tonari-zukara ya Fuyu-gomori. Les sangliers et les ours sont mes voisins. Solitude d'hiver.